Donc le programme aujourd'hui très simple, on va d'abord déjà repartir aux bases un peu du data marketing, c'est-à-dire le marketing qui s'appuie sur la donnée pour prendre des décisions, et on va distinguer les deux approches, l'approche étude de marché d'une part et connaissance client, CRM d'autre part, pour voir ce qu'elles ont de différent, leurs forces, leurs faiblesses, et voir comment ça peut être intéressant de les combiner en fait. Donc on va proposer un axe de convergence entre ces deux aspects, qu'on appellera ici le data expanding, on définira bien ce que c'est. Et ensuite, du coup, je vous présenterai quelques applications qu'on peut imaginer dans ce croisement entre donc, données d'études et données CRM d'autre part. On fera un petit cas concret, c'est une étude de satisfaction qui a été menée auprès des abonnés d'un grand FAI. Et vous verrez voilà, ce qu'a pu apporter finalement cette façon de faire rejoindre ces deux univers de données. Et puis on terminera par des perspectives un peu plus larges sur finalement dans l'avenir comment on pourra éventuellement faire converger les études et le CRM dans une stratégie qui, donc toujours data-driven, hein, l'idée c'est que c'est la donnée qui va nous donner finalement les bons insights pour prendre les bonnes décisions, mais encapsuler ça dans une stratégie un peu plus globale. Alors, euh, vous avez dans le chat la team NP6 qui est là éventuellement pour répondre à des questions que vous pourriez avoir pendant le webinar. Si jamais il y a des questions que vous pouvez poser, je réserverai du temps à la fin plutôt pour y répondre à ce moment-là. Je ne m'interromprai pas pendant le webinaire parce que sinon c'est un peu compliqué à gérer, je risque de me mélanger. Donc voilà, si vous avez des questions simples, n'hésitez pas à les poser à la team NP6. Et voilà, à la limite, s'il y a des questions compliquées, la team NP6 les conserve pour la fin du webinaire pour les reposer. Donc voilà, vous étonnez pas si je ne m'arrête pas pour répondre à vos questions pendant, mais on prendra le temps à la fin pour faire tout ça. Donc si ça vous convient, on est parti. Donc tout d'abord, le data marketing, on va faire cette fameuse différence entre les études de marché d'une part et la connaissance client CRM d'autre part. Donc à l'origine, hein, le marketing, on peut le voir de plein de façons différentes. On a toujours cette espèce d'opposition entre les faits d'une part et finalement ce qu'on sent de notre marché, les convictions personnelles qu'on peut avoir. Alors, ces convictions personnelles, évidemment, à l'heure du data omniprésent aujourd'hui, on peut avoir tendance à les dénigrer. Il ne faut pas, hein, l'expérience métier du marketeur sur son marché, elle est importante, mais quand même, il faut toujours chercher à valider ces intuitions qu'on peut avoir souvent pour de bonnes raisons, hein, mais par de la donnée, par des faits. C'est ça qui nous permet de savoir que voilà, là où on sent qu'on a un potentiel client, la donnée nous permet de vraiment le valider, de le quantifier, de le mesurer, et ensuite aussi de mesurer les effets des décisions qu'on prend. D'accord. On peut éventuellement prendre des décisions qui sont basées uniquement sur l'intuition, encore faut-il être capable à terme de mesurer les effets positifs ou négatifs de la décision qu'on a prise. Donc ça, c'est super important. Donc, pour faire ça, on est d'accord, hein, ce qu'il faut, c'est de la data. D'accord. Cette data, c'est vraiment un outil vraiment de base pour le marketing. Il faut s'appuyer massivement dessus pour comprendre et répondre à tout un tas de questions qui vont être qui sont mes clients, quels sont leurs profils, pourquoi eux et pas certains autres, comment ils interagissent avec ma marque ou avec mes concurrents, quels sont leurs besoins, est-ce qu'ils sont satisfaits, etc. Tout ça, c'est des questions que le marketeur se pose au quotidien dans sa pratique du marketing. Il a besoin d'anticiper sur tous ces points-là. Et donc, pour ça, il a besoin de données parce que tout ça, à moins d'être devin, on peut pas vraiment le savoir, quoi. Donc, il faut sonder nos clients, il faut mesurer des choses pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, à l'origine, avant l'émergence de la data, le big data, des infrastructures, des systèmes de base de données qui permettent de stocker tout un tas d'informations sur nos clients, nos prospects, à l'origine de l'origine, on n'avait pas d'autre choix pour répondre à ces questions que d'aller tout simplement poser la question à nos clients. Et donc, c'est en ça que c'est sur ce marché que se sont développées donc, les études de marché, via les instituts de sondage notamment, qui, pour certains, sont vraiment des experts de ces sujets dédiés aux entreprises pour sonder un marché, pour comprendre finalement ce qui se passe. Ils ne font pas que des enquêtes politiques. Et donc voilà, ça c'était à l'origine la seule façon qu'on avait de collecter de la donnée, puis de faire de la statistique sur ces études-là. Et on fait des choses très rigoureuses, très poussées, très solides statistiquement avec des études de marché, en tenant compte du fait effectivement qu'on interroge ici que des échantillons, qui ne sont qu'une vue partielle et biaisée de la réalité, mais qui sont quand même
une vue assez complète et très détaillée, vous allez le voir, qui conserve encore aujourd'hui toute sa pertinence. Et aujourd'hui, eh bien évidemment, les technologies, big data, voilà, les grandes bases de données, la capacité qu'on a à collecter de la donnée dans tous les sens, que ce soit au sein de notre base, mais évidemment via l'analyse des parcours de navigation, tout ce qui va être en open data, les réseaux sociaux, tout ça, ça forme un écosystème de données qui nous donne énormément d'informations sur nos clients, sur nos prospects, avec parfois une profondeur de données très importante. On a quasiment des informations sur tout le monde et on a surtout une mesure extrêmement objective des comportements. Et ça va vraiment être l'avantage du big data sur les études, c'est que on n'a pas besoin de s'appuyer sur des comportements déclarés, mais véritablement sur des comportements qu'on aura observés. Et ça peut tout changer, notamment quand on essaie d'analyser la consommation, par exemple. Bon, un petit schéma pour résumer un peu les choses. Voilà, vous êtes le marketing. Alors vous avez deux choix pour analyser ce qui se passe dans votre population de prospects ou de clients. Vous allez soit pouvoir commander une étude, donc c'est un sondage qui va porter sur un échantillon de votre base, de votre cible, qui vont être soit vos clients, soit vos prospects, soit la population française dans le cas le plus large. Et donc ce sondage va prendre un échantillon. Cet échantillonnage n'est pas fait au hasard, il est fait au hasard, mais de façon à refléter et à être représentatif de la population totale. De cet échantillon, donc, vous allez tirer tout un tas d'enseignements que vous allez pouvoir ensuite activer ou non de façon très opérationnelle ou plutôt plus stratégique à long terme pour anticiper ce qui se passe sur votre marché. L'autre alternative que vous avez, c'est de consulter, d'analyser finalement des bases de données. Ces bases de données, elles vont agréger évidemment tout ce qui se passe dans votre base client, donc tous les achats, tous les clients encartés ou non, tous les clients inscrits, tous les prospects qui naviguent éventuellement sur votre site, toutes les réactions réseaux sociaux, tout ce qu'on peut agréger aujourd'hui en base de données, vous allez pouvoir le stocker et l'analyser. Et donc l'avantage ici, c'est que c'est la totalité de la population de clients ou de prospects qui va interagir avec tous les points de contact possibles avec votre marque. Et donc, en fonction de toute cette capacité que vous avez, vous, à collecter de la donnée du point de vue de ces points de contact, eh bien, vous allez être capable ensuite de faire une analyse assez approfondie. Donc, finalement, on a deux alternatives. Aujourd'hui, la tendance et on va dire le hype, le buzz se fait beaucoup autour de la donnée, l'intelligence artificielle, la capacité à analyser automatiquement ces grands ensembles de données. Tout ça, effectivement, c'est ce qui se passe. C'est vraiment là-dessus que le marché se dirige. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que les sondages et les études de marché sont à jeter à la poubelle? Est-ce qu'on va pouvoir tout remplacer par de la data? Rien n'est moins sûr. Je vais essayer de vous montrer aujourd'hui que sur certains aspects, les études de marché ont une pertinence très forte qui ne sera pas concurrencée, en tout cas vraiment pas avant très longtemps par le big data, et qu'il y a un vrai intérêt à pouvoir combiner les deux approches. Donc, si on essaye un peu de faire la différence entre ces deux approches pour vous donner, pour commencer un peu à vous donner finalement les avantages et les inconvénients de chacune. Donc, les études de marché, le type d'informations pour lesquelles elles vont être très pertinentes à recueillir, c'est ce qu'on appelle les données attitudinales. C'est vraiment ce que sont les gens à l'intérieur. Donc, c'est pas seulement ce qu'ils sont, hommes, femmes, où ils habitent, etc. Ça va être la sociodémo basique. Mais on va pouvoir aller vraiment creuser plus loin, vraiment comprendre les opinions de nos clients ou de nos prospects sur certains aspects. Alors ça peut être sur nos produits, sur notre marque, mais ça peut être aussi sur des aspects beaucoup plus intimes, de positionnement politique, religieux, par exemple, ce qu'ils pensent, ce qu'ils attendent de la vie. Ça peut être des choses assez même éloignées de votre domaine. Mais ça va nous permettre d'avoir une vision plus intime finalement de la personne, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle attend aussi. Et ça, c'est extrêmement utile pour finalement avoir une meilleure idée de la façon dont on va communiquer avec ces gens-là. Savoir que des gens vos clients se perçoivent plutôt comme des gens, par exemple, atypiques, en marge, dont ils aiment cultiver leurs différences. Clairement, ça va être un angle de développement produit extrêmement important pour vous de savoir que vos clients sont vos clients parce que ce qu'ils aiment dans votre marque, c'est le côté un peu alternatif, un peu je me démarque de la masse. Et donc ça, c'est du coup votre point fort et c'est quelque chose qu'il ne faudrait absolument pas perdre. Et donc il faut bien l'identifier. Les études de marché vous permettent
de l'identifier. Ce qu'une analyse de base CRM et tout ce qui gravite autour, hein, ne va pas faire de façon aussi bien. Par contre, l'analyse de base CRM va être très puissante pour l'analyse de données comportementales. Hein, c'est vraiment le gros avantage. Vous avez une vue exhaustive vraiment de toute l'activité de vos clients, de vos prospects, ce qu'ils achètent, ce qu'ils visitent comme page, ce qu'ils likent sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est extrêmement important. Et ça vous permet en plus de rassembler tout un tas de données différentes sur un même prospect. Le comportemental, c'est vraiment l'avantage du CRM sur les études de marché. Hein, parce que recueillir du comportement en déclaratif, c'est toujours assez compliqué. Déjà parce qu'il y a des effets de mémoire. Si vous demandez à des gens combien de fois ils ont acheté tel produit dans les mois qui viennent, dans les mois passés, pardon, et bien voilà, l'effet de mémoire, la mémoire s'étiole, on projette en plus des choses. Si vous demandez aux gens ce qu'ils regardent à la télé, vous verrez que les parts de marché d'Arte risquent d'être beaucoup plus importantes que ce qu'elles sont en réalité, parce que tout le monde projette un peu son moi idéal dans les réponses et dans les comportements qu'il veut afficher, et on n'est pas tous prêts, à assumer qu'on regarde les ch'tis à Hollywood tous les soirs. Donc tout ça fait que c'est vraiment le CRM qui va vraiment être supérieur pour la mesure comportementale, là où les études de marché sur l'attitudinal, ça va vraiment être le meilleur. Sur le délai de collecte, évidemment, dans les études de marché, il faut que le temps que le terrain se prépare, donc ça va être 2 à 3 semaines minimum, le temps de préparer le sondage, de le pousser, de recueillir des choses. Du coup, voilà, on n'a pas une donnée qui est extrêmement fraîche, et en plus, elle ne correspond qu'à une photo à un instant T. Là où l'analyse de base CRM, l'historisation se fait en continu. À chaque moment où on va regarder, on a la donnée la plus récente possible sur tous nos prospects, tous nos clients. Et donc, on est vraiment en temps réel sur l'analyse. Et donc c'est super important, et ça va de pair avec la durée de vie de la donnée. Hein. Le fait que dans les études de marché, on ait une photo à un instant T de notre population de clients prospects, et 2, 3, 4 mois après, ça va commencer à s'étioler, à être un peu moins vrai. Et évidemment, un an après, il faut refaire l'étude éventuellement si elle est importante pour nous. Pardon. Parce que les conclusions qu'on a tirées il y a un an peuvent avoir changé. Là où l'avantage du CRM, c'est que tout est en temps réel, et l'analyse qu'on va faire tous les jours sur une base, elle est tout le temps valide, parce que voilà, on a une historisation en continu. Au niveau de l'impact et de l'utilisation de cette donnée, les études de marché, ça a quand même un impact plus long terme. Ça va nous servir à des choses beaucoup plus prospectives. Comprendre la relation de nos clients à notre marque, la façon dont on se positionne sur un marché, la façon dont nos produits sont perçus, la façon dont nos produits sont attendus. Tout ça va nous permettre de définir des stratégies marketing de long terme, où on va du coup peut-être repenser le catalogue, proposer nos produits de façon différente, en tout cas adapter la communication. Et tout ça, c'est des chantiers beaucoup plus long terme. Là où l'analyse de base CRM est beaucoup plus adaptée à l'opérationnel très court terme, les opérations tactiques, mon ciblage, aujourd'hui je vais envoyer une newsletter sur tel produit, je veux l'envoyer à des femmes, et je vais très simplement, par exemple via du machine learning ou de l'intelligence artificielle, isoler un segment le plus pertinent pour pousser ma communication. Et donc ça n'est valable qu'à très court terme pour ma prochaine campagne, et donc il faut que je refasse toujours les choses. Donc voilà. Ça amène à cette espèce de distinction entre stratégique et opérationnel. Hein, les études de marché, c'est plutôt, et je dis bien plutôt parce que c'est pas exclusivement ça quand même, hein, on peut faire de l'opérationnel avec des études de marché, mais c'est quand même beaucoup plus adapté pour du stratégique, et ça va vraiment être là que les études de marché vont apporter quelque chose de très spécial par rapport à l'analyse de base CRM, là où l'analyse de base CRM, c'est incomparable pour vraiment l'activation marketing au quotidien. Dès qu'on commence un peu à automatiser des choses, voilà, c'est un levier de productivité pour le marketing qui est énorme. Alors, au niveau des faiblesses des deux approches, du coup, pour les études de marché, c'est qu'évidemment, c'est non exhaustif, hein, on n'analyse toujours qu'un échantillon, et donc il y a potentiellement des biais, notamment liés à la façon dont on va interroger notre population. Quand bien même les instituts sont les garants que la méthode soit rigoureuse d'un point de vue scientifique, on ne peut jamais éliminer tous les biais, il en reste toujours. Donc, après, le biais se contrôle, il y a toujours des histoires d'intervalle de confiance, les conclusions qu'on tire sont vraies avec un certain niveau de confiance. Et donc, voilà, la théorie statistique nous aide à quand même prendre des décisions avec cet incertain et ces biais. Évidemment, c'est peu adapté au temps réel, sauf quelques types d'études très spécifiques où on va vouloir, par exemple, comparer différents formats de publicité. Pour décider quel format on va pousser, ou différents packaging. Ça, c'est peut-être ce qui va y avoir de plus opérationnel, mais là encore, on est sur des prises de décision à un mois, quoi. Pas au jour le jour.
Et donc voilà, c'est assez peu adapté pour ce genre de décision quotidienne. Là où les faiblesses, par exemple, du CRM, c'est que c'est extrêmement puissant pour constater, on a une vision extrêmement objective et détaillée de tout ce qui se passe dans une base, mais on ne fait que constater. Pour comprendre ce qui fait que nos clients, par exemple, ont tendance à churner, ou du fait que nos clients vont plus chez un concurrent, en tout cas qu'on observe une baisse de nos ventes, on pourra faire certaines hypothèses qu'on pourra essayer de valider, mais le vrai pourquoi de ça, eh bien, on ne l'aura jamais vraiment. La seule façon d'y accéder, c'est vraiment encore de poser la question à la personne, qu'elle nous donne vraiment son avis sur ce qui fait qu'elle choisit un produit plutôt qu'un autre, ou qu'elle décide de nous quitter. Et donc, voilà, on constate sans vraiment comprendre, et donc, c'est assez peu adapté à la prospective aussi, car c'est basé sur l'historique. C'est-à-dire que si sur votre marché, je ne sais pas, un nouvel acteur entre et vient complètement disrupter les pratiques et les produits, eh bien, c'est pas à partir de votre historique de vente où ce nouveau concurrent n'était pas présent que vous saurez du coup prendre les bonnes décisions. Vraiment, cet historique ne vous permet de faire que de l'interpolation. Donc, sur un marché qui ne bouge pas trop, vos tentatives d'extrapolation seront valides, mais voilà, vous êtes absolument pas résilient aux modifications, aux transformations profondes de votre marché avec de la data. Vous aurez toujours un temps de retard. Temps de retard que les études de marché pourraient vous permettre de compenser. Voilà, ça c'est vraiment un panorama assez global des deux approches. Ce que je vais essayer d'illustrer ici, c'est qu'on ne peut pas, quand on veut avoir en tout cas une approche marketing globale, faire l'un sans l'autre. Il y a clairement des supériorités de l'un par rapport à l'autre, mais il n'y a pas vraiment une des deux approches qui va permettre de complètement remplacer l'autre, c'est certain. Alors, voilà. Les types d'analyses qu'on peut retrouver dans chaque, en étude de marché, là, vous allez avoir les grands classiques, l'analyse de la satisfaction, comprendre ce qui fait que vos clients sont satisfaits ou pas. Tout ce qui va être test, produit, packaging, publicitaire, j'en ai parlé. Donc ça, c'est vraiment les toutes petites études. On va essayer de comprendre, un peu ce que préfèrent nos clients. Les études d'image de marque, là, qui vous permettent d'étudier vraiment quelles sont vos forces à vous en tant que marque, et aussi les forces et les faiblesses de vos concurrents pour voir comment vous vous positionnez. On peut faire des choses assez intéressantes ici. Et c'est vraiment pour du positionnement long terme, de l'analyse vraiment stratégique de la façon dont on doit se positionner sur un marché qui peut être assez encombré parfois. Et enfin, les études d'usage et attitude qui sont vraiment le cœur vraiment des études de marché où on va analyser vraiment la consommation et ce que pensent tout un tas de clients potentiels de nos produits et ça va nous permettre d'élaborer par exemple des typologies de clients pour dériver des personas. Tout ça, ça permet vraiment d'avoir un découpage beaucoup plus qualitatif de notre marché, de comprendre vraiment qui sont nos clients, ce qu'ils attendent, ce qu'ils cherchent chez nous, et puis de croiser ça derrière avec des données de marché pour peut-être complètement réorienter notre catalogue, etc. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec des études usage-attitude extrêmement intéressantes. Côté analyse de base CRM, on va pouvoir faire de la segmentation stratégique, PMG, RFM, c'est les grands classiques, mais qui vont être ce qu'on va pouvoir avoir de plus long terme et stratégique comme KPI dans le suivi vraiment de ce qui se passe dans notre base client. On a nos segments PMG, si on commence à en avoir plus, en avoir moins, clairement ça peut induire du fait qu'on fidélise bien ou que justement on n'arrive pas à fidéliser, on a un enjeu de fidélisation fort par exemple. Et donc on peut quand même faire de l'analyse assez poussée avec le CRM, mais ça va rester limité, en tout cas ça va rester de la constatation et pas de la compréhension. On peut donc analyser les parcours gagnants, quels sont les clients les plus à même peut-être de dépenser plus chez nous, l'analyse du cycle de vie, ça c'est des choses assez importantes, faire tout ce qui est scoring, machine learning, donc intelligence artificielle, pour détecter l'appétence ou le churn à certains types de produits. Voilà, c'est une liste très, très non exhaustive de ce qu'on peut faire, mais qui vous donne un peu une idée. Alors, si on essaye un peu de résumer, on a finalement l'analyse de base CRM, donc c'est opérationnel, c'est vraiment pour travailler le ROI à court terme. On travaille, c'est extrêmement réactif comme données, c'est mis à jour tout le temps, et c'est très exhaustif sur nos clients. Et ça décrit très bien ce que font mes clients. Donc c'est vraiment ce qu'ils font, j'en suis sûr. Voilà, c'est extrêmement bien mesuré, c'est complet, et avec ça, j'ai vraiment une vue exhaustive de ce qui se passe. Et de l'autre côté, j'ai tout ce qui est market research, donc études de marché.
Donc là, on l'a dit, hein, c'est beaucoup plus stratégique, c'est pour une croissance durable et pérenne de notre marque, de notre image aussi. Ça sert à l'analyse prospective et on travaille donc sur un échantillon représentatif qui n'est pas donc la totalité de nos clients. Et surtout, ça va répondre à la question pourquoi ils le font. Donc on sait ce qu'ils font, on sait pourquoi ils le font, et pourtant, et c'est là que le bas blesse quelque part, ce sont deux sources de données qui sont radicalement séparées. Encore trop souvent dans les études de marché, on interroge des gens au hasard de façon anonyme, alors que dans notre base CRM, tout le monde est identifié. Et ça, c'est un vrai, point bloquant parce que ce qu'on aimerait bien, idéalement, c'est quand on constate des, quand on constate des comportements, eh bien, idéalement, il faudrait pouvoir les rapprocher de raisons qu'on aurait mesurées via une étude de marché. Et en faisant cette jonction entre les deux, du coup, on pourrait prendre des réactions, enfin des actions beaucoup plus pertinentes. Donc voilà, on a un chaînon manquant ici, et ce chaînon manquant, du coup, c'est le data expanding. C'est pour nous un premier pas hein, dans la convergence entre ces deux mondes. Il y en aura d'autres qui vont se développer dans les années qui viennent, et là encore, vous allez voir que les applications qu'on propose sont là aussi très très non exhaustive. Définissons bien quand même avant ce qu'est le data expanding dans ce contexte, hein, parce que c'est un peu on peut généraliser à d'autres contextes, mais ici, CRM d'une part, études de marché d'autre part, on va avoir donc l'ensemble de nos clients, hein, ils sont sur lesquels on va posséder tout un tas de données CRM, donc c'est le bloc en bleu, le bloc en bleu ici. Et on va éventuellement avoir une étude de marché qui va être réalisée par ailleurs. Peut-être que parmi cette étude de marché, on aura identifié une partie des clients qui sont en commun. Ça peut se faire hein, quand vous faites une étude de marché, notamment vous envoyez des questionnaires par email à vos clients et à d'autres personnes. Eh bien, pour ceux qui sont vos clients, vous le savez déjà, donc vous savez faire le lien ici entre cela. Et il y aura peut-être d'autres individus qui seront en dehors de votre base de données CRM. Et donc nous, ce qu'on aimerait bien, c'est finalement reconstruire le carré manquant ici, là, c'est de savoir ce qu'aurait répondu à cette étude, tous les autres clients qui n'ont pas été interrogés ou qui, en tout cas, n'ont pas répondu à notre enquête. Et donc, le fait de reconstruire cette donnée, c'est vraiment ce qu'on appelle le data expanding. Donc là, il y a quelques données qui nous intéressent, on aimerait les projeter finalement dans notre base CRM pour ensuite pouvoir les exploiter au quotidien. C'est d'un point de vue définition tout simple. Une petite différence quand même avec le machine learning, hein, je vais rappeler ce que c'est. Le machine learning, c'est, on a une problématique client. Alors ici, ça va être par exemple l'abonnement à un club, de sport, une salle de gym en fait. Hein, donc ça, voilà, donc on a une base de données de clients. De cette base de données, on va extraire tout un tas d'indicateurs, et notamment on va identifier les individus qui, ici, la problématique, si on se dit par exemple, c'est le fait de se désabonner à la fin de ne pas se réabonner à la fin de l'abonnement d'un an. Je ne sais pas si vous avez vous-même eu des inscriptions dans des clubs de sport, mais clairement, on s'inscrit une fois et généralement, comme on n'y va jamais, on se désinscrit au bout de la première période. Donc voilà, là, c'est ce qu'on va essayer d'identifier. Donc on a en vert des individus qui se sont réabonnés dans l'historique et des individus en rouge qui se sont désabonnés. Donc, on les extrait. On va faire ce qu'on appelle du featuring, c'est-à-dire que pour chacun de ces individus, on va construire tout un tas de données, donc des features, qu'on espère être prédictives finalement du désabonnement. Donc ces features, ça va être par exemple le nombre de fois où il est venu, le type d'offre qu'il a pris, voilà, ce genre de choses. Le sexe aussi, ça de la situation maritale, le niveau, voilà, tout un tas de données qu'on va extraire sur chacun de nos clients. Et on va essayer ensuite, via une phase d'apprentissage, on va donc avoir tout un tas de gens dont on sait s'ils sont des abonnés ou pas, avec leurs données. L'algorithme, il va être entraîné par l'exemple, hein, donc il connaît la vérité sur certaines personnes, et il va essayer de deviner, finalement, de faire le lien entre les caractéristiques de ces individus et leur probabilité de se désabonner à la fin. Et à la fin, on va pouvoir donc scorer la base, c'est-à-dire qu'on va prendre tout un tas d'individus dont on ne sait pas s'ils vont se désabonner, et l'algorithme qui aura été entraîné par l'exemple va être capable d'affecter une probabilité, généralement, donc c'est un nombre entre 0 et 1, de désabonnement à l'issue de la procédure de scoring. Et ensuite, on va donc pouvoir utiliser ça pour, là, l'idée c'est que ceux qui ont une probabilité forte de se désabonner, là, les en rouge, eh bien, on va peut-être leur faire une offre de rétention, par exemple, voilà, ce genre de choses. Mais donc, et c'est ici l'important, la distinction avec le data expanding, c'est qu'ici on a une seule variable qui est prédite. On prédit une seule chose. Pour le data expanding, alors il y a deux façons.
si ce qu'on souhaite expander, entre guillemets, ça n'est qu'une seule variable. Par exemple, un indicateur tout simple, j'ai fait une étude de satisfaction sur une partie de mes clients, j'ai ma satisfaction générale, s'il n'y a que ça que je souhaite expander, alors du coup, si j'ai cette information sur une partie de mes clients, je vais être capable d'utiliser la donnée CRM en tant que features pour prédire cette variable de satisfaction globale pour ensuite la projeter dans toute ma base. Et donc, tu sais, vraiment le même principe que celui que je viens de vous illustrer, ça va être du machine learning tout à fait classique. Donc voilà, data expander. Maintenant, si on doit faire du data expanding de plusieurs variables, ça devient beaucoup plus compliqué parce que non seulement il faut qu'on arrive à reconstituer chacune des variables avec un bon niveau de précision, mais il faut aussi qu'on arrive à conserver une bonne cohérence des profils. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, notamment si vous souhaitez réutiliser ces données que vous aurez expandées, entre guillemets, dans d'autres modélisations derrière, pour faire des typologies, ou juste pour faire de la prédiction. C'est assez important que finalement, les variables que quand vous regardez individu par individu, les valeurs que prennent les variables dans chacune des cases reconstruisent un profil qui soit lui aussi cohérent. Et donc ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on veut faire globalement, c'est reconstituer ces variables en maintenant la structure de corrélation qui existe déjà entre ces variables qu'on souhaite reconstruire. Et donc ça, c'est beaucoup plus compliqué, et on ne peut pas faire ça directement avec des modèles de machine learning classiques. Donc, je donne quelques idées ici de façon qu'on peut avoir de faire ça. On peut s'appuyer notamment sur des analyses factorielles pour capter au préalable la structure de corrélation pour ensuite la prédire et l'expander, ou alors utiliser des méthodes beaucoup plus puissantes type GLRM, qui veut dire c'est des modèles linéaires de rang faible généralisés, peu importe. Voilà. En tout cas, il y a des méthodes vraiment dédiées pour faire ce genre de choses qui ne sont pas du machine learning classique, c'est ce qu'il faut que vous reteniez, parce que c'est extrêmement compliqué de maintenir cette cohérence, c'est un problème beaucoup plus complexe finalement que le machine learning simple. Bon, on passe là, on sort de tous ces aspects très techniques. On va voir maintenant des exemples d'application de tout ce qu'on peut faire avec du data expanding. Donc, eh bien, clairement, ce qu'on peut faire d'intéressant, c'est déjà enrichir des études entre elles. Vous avez par exemple une petite étude de satisfaction que vous faites quotidiennement, et puis vous allez avoir d'un autre côté eh bien, une étude peut-être plus importante, et donc voilà, vous allez vouloir croiser, peut-être enrichir l'étude de satisfaction avec une typologie par exemple qui pourrait être issue d'une grosse étude type usage et attitude que vous auriez fait par ailleurs. Ça c'est assez classique et ça va correspondre notamment à ce qu'on appelle des questionnaires de golden question, c'est-à-dire on isole des questions dans le questionnaire, dans l'étude usage et attitude, qui sont des questions vraiment discriminantes et qui vont vous permettre derrière de savoir, pour n'importe quel individu, en posant une dizaine de questions, à quel type, à quel persona il appartient, et ensuite vous le réutilisez dans d'autres études, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le cas classique, mais qui reste centré sur les études. On croise des études entre elles. Ensuite, ce qui est vraiment là le plus intéressant, c'est quand on va enrichir du CRM par des études. Notamment, on peut tout à fait imaginer qu'on fasse un baromètre de satisfaction à chaud, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous proposez un service type vente privée, par exemple, et vous envoyez en même temps, une fois qu'une cliente ou qu'un client reçoit son colis, eh bien, voilà, il y a un petit questionnaire de satisfaction qui vient avec, ou un mail qui est envoyé, et on répond, est-ce qu'on est satisfait du produit, du délai de livraison, ce genre de choses. Mais bon, là, évidemment, on va avoir la réponse que sur une sous-partie de nos clients. Et donc, l'idée, ce serait d'enrichir et de projeter finalement la satisfaction sur l'ensemble de nos clients pour ensuite prendre des mesures dédiées. Donc, on va éventuellement proposer aux clientes non satisfaites des choses plus intéressantes voilà, pour la prochaine fois, des bons d'achat, pourquoi pas les appeler. Et vous allez voir, c'est vraiment le cas, le use case concret qu'on va vous présenter après sur le FAI, c'est vraiment ce qui a été fait. Ça permet vraiment de prendre des actions de marketing beaucoup plus adaptées à l'état d'esprit finalement du client. Voilà. L'autre truc intéressant, ça peut être par exemple si on a fait une grosse étude UEA voilà, sur les clients, on a une énorme typologie qui est faite, dans laquelle on va avoir nos personas, donc c'est des descriptions extrêmement métiers, enfin extrêmement qualitatives de nos clients, et on veut les projeter dans notre base CRM. Idéalement, on aimerait bien savoir que le client avec l'identifiant temps, qui est une femme, machin, etc., là, à quel persona il correspond.
Hein. C'est pas parce que c'est une femme ou quoi que elle va forcément se comporter comme toutes les femmes. Et donc cette analyse de persona qu'on aura réalisée au préalable sur une étude de marché va nous permettre d'avoir une vue plus fine finalement de nos clients. Donc ça c'est l'un des grands usages en croisement avec la donnée CRM. On peut enrichir aussi des données géomarketing à partir du CRM. Si vous avez des clients dans votre base CRM, par exemple, enfin des segments clients simples, donc je sais pas, homme, femme, riche, pauvre, appartement, maison, enfin avec vous créez des segments qui peuvent être pertinents pour vous, notamment, je sais pas, si vous êtes un retailer et que vous vendez du matériel de jardin, par exemple, et ben, ça peut être intéressant pour vous d'avoir une segmentation sur la base de possède une maison ou pas, propriétaire ou non. Et donc, voilà, pourriez être intéressé à projeter finalement cette segmentation que vous utilisez au quotidien dans, dans des iris, d'accord, pour avoir une vue vraiment géographique une vue géographique de vos segments de clients, et ensuite eh bien, analyser les zones de chalandise de vos magasins, par exemple, pour vous dire, eh bien, autour de tel magasin, on a des clients qui sont plutôt de tel type, etc. Et donc, peut-être proposer un catalogue de produits différent, ou en tout cas insister sur des produits différents dans le marketing direct que le magasin va opérer dans sa zone de chalandise. À l'inverse, on peut essayer par exemple de prédire le niveau de revenu d'un client à partir de son profil socio-démo, ta géoloc. C'est un peu le trajet inverse. Si on a un peu de données CRM voilà, sur ces sujets-là et qu'on sait où habitent les gens, on peut s'en servir pour expander finalement à partir de la donnée de localisation des données de revenus par exemple. Pardon. Et puis des dispositifs mixtes CRM études. Voilà, c'est toujours intéressant si vous avez de votre côté par exemple des segmentations classiques comme PMG RFM, voilà, qui vous donnent vraiment des niveaux des niveaux d'intensité d'achat. Donc c'est le qui, le quand, le combien, voilà, vous avez vraiment des typologies très comportementales. Ça peut être toujours intéressant de le croiser avec des typologies de clients, donc le quoi, le comment. Je ne sais pas, s'il se trouve que vos très gros clients dans votre segmentation PMG ou RFM, ceux qui contribuent énormément, il se trouve que quand vous croisez ça avec la typologie et que vous vous rendez compte que eh bien, vos gros clients sont plutôt les urbains, jeunes, connectés, et aussi les femmes urbaines, voilà, bon bref, ce genre de choses, et bien voilà, ça vous donne vraiment une idée de où sont vos gros clients et qu'est-ce qu'ils peuvent vous amener. Euh, et puis surtout, l'intérêt, hein, c'est pas seulement, notamment dans votre pratique du marketing opérationnel, de ne pas la décorréler finalement des impacts à long terme que ça peut avoir sur votre image de marque. Ça, c'est très important. On a beaucoup de marques hein, dans nos clients qui ont subi un peu la hype autour du marketing opérationnel. Ils sont mis à faire du machine learning, voilà, de pousser de l'email, pousser de la communication de façon très intense sur des prospects qui ne l'avaient pas forcément demandé. Et pour se rendre compte, parfois 1 an, 2 ans après, que leur image de marque avait été très fortement dégradée par ces pratiques commerciales trop intensives, en tout cas perçues comme étant trop intensives par leurs clients. Et donc ça, c'est un vrai souci. Notamment des marques, c'est là où je pense à une marque que j'ai en tête qui est dans le luxe, voilà, qui était perçue comme vraiment le haut du panier sur son marché, et qui était quasiment perçue comme un discounter à la fin de cette période où ils ont vraiment été très très agressifs d'un point de vue communication, et donc parce qu'ils ne mesuraient pas en parallèle, on va dire, ces KPI d'image de marque, etc. Ils ne l'avaient pas mesuré, donc effectivement, ils n'ont pas vu ce KPI se dégrader. Donc c'est très important. Le data expanding permet de suivre aussi, d'avoir cette vue beaucoup plus long terme de ce qui se passe dans la tête des gens. Quand bien même tout est au vert d'un point de vue opérationnel, on a des super ROI et des leads qui remontent dans tous les sens. Voilà, peut-être qu'on se dégrade et qu'on perd un positionnement sur le marché qui était vraiment notre force, la force de notre marque. Bon, soyons un peu plus concrets avec un use case. Ici, donc c'est un FAI qui faisait donc une enquête sur la satisfaction de ses abonnés télé. Hein. Donc, vous savez, quand vous avez la box, vous pouvez avoir le décodeur télé. Et donc voilà, il y avait une enquête auprès des abonnés télé. Donc voilà, ce FAI, évidemment, il a plein de données sur ses clients, qu'est-ce qu'ils regardent sur la télé, etc. Donc il y avait beaucoup de données. Et du coup, ils font un baromètre de satisfaction aussi sur une partie de leurs clients. Là, en l'occurrence, il y avait 85% des interviewés qui l'étaient par Internet, 15% par le téléphone. Cette répartition, elle est là pour compenser le fait que notamment certaines populations, notamment un peu âgées, ont tendance à moins répondre par Internet et répondre plus par téléphone. Donc voilà. L'idée, hein, et donc l'idée du projet ici, ça a été
à partir des données vraiment pure CRM, de consommation, ce que les gens ont regardé, ce qu'ils font, leur type d'abonnement, où ils habitent, etc., d'essayer vraiment de prédire leur niveau de satisfaction sur plusieurs dimensions de la satisfaction. Pour, vous allez voir, prendre des actions de rétention beaucoup plus ciblées, beaucoup plus précises. Enfin, vous allez voir, c'est assez intéressant le use case à la fin. Donc les données qu'on avait, qui étaient disponibles, hein, dans le CRM, c'était évidemment l'offre qui était détenue. Donc, est-ce que le client a une offre mobile, Internet, TV, son ancienneté, le type d'offre, l'offre qu'il avait avant, la durée, le type, le débit contractuel. Tout ça, ça va mesurer déjà l'engagement auprès de la marque et du FAI. Est-ce qu'il a que la télé ou est-ce qu'il a d'autres, il a toute la galaxie. Et puis aussi le niveau de prestation auquel qu'il attend. Notamment sur le débit contractuel, le fait qu'il soit en fibre ou pas, évidemment, ça joue énormément. Un client fibre qui n'a pas la télé, sur lequel il se passe des problèmes, beaucoup plus exigeant qu'un client qui a encore la DSL ancienne version. Les données techniques, donc le débit réel qu'on mesure, d'accord, qui peut être différent du débit contractuel. L'éligibilité à la fibre, la fragilité, donc ça c'est des données très techniques qui sont calculées par le FAI lui-même et qui lui permettent d'avoir une mesure un peu des taux de panne qui se produisent chez le client. On se doute que ça va être assez lié au niveau de satisfaction, évidemment. La consommation, donc voilà, quels sont les différents bouquets TV qu'il va posséder, sa consommation en vidéo à la demande, les niveaux de facturation qu'il va avoir, la dernière connexion à la box, la dernière connexion à la TV aussi, qui peuvent être des bons prédicteurs d'un désengagement probable, en tout cas d'un niveau de satisfaction faible. Et puis en open data, on allait chercher tout un tas de données sociodémographiques enrichies à l'iris. Comme on avait l'adresse des clients ici, on a pu enrichir un peu avec ce qui se passe autour. La donnée open data, elle est toujours utile parce que, notamment à l'iris, hein, c'est moins une description de l'individu que du contexte dans lequel il vit. Hein, et avoir un niveau de revenu très élevé dans un iris pauvre par rapport à avoir un niveau de revenu élevé dans un iris riche, c'est pas du tout les mêmes profils de personnes, c'est pas du tout les mêmes types de consommation. Et donc si on ne se base que sur le revenu, typiquement, on pourrait être amené à faire des fausses conclusions. Bon, voilà, on a ces trois sources de données. Ce qu'on va vouloir expander ici, donc c'est la satisfaction globale, du FAI, la satisfaction pour l'Internet, la recommandation de la télé, la satisfaction pour le débit, la satisfaction de la QoS, la fiabilité du service, la satisfaction globale TV, FAI, la satisfaction TV. C'était différentes versions vraiment de la satisfaction qui est explorée. Et on a donc tout expandé ici. Alors avec des bons, alors on a ces différentes configurations, hein, mais vraiment des bons taux de prédiction. Notamment, on savait que quand le score, c'est le tableau de gauche là par exemple, donnait un score de prédiction au-dessus de 72%, en réalité, le taux réel d'insatisfait qu'on captait dans cette tranche-là était quasiment de 100% à chaque fois. Donc on avait vraiment des très bons taux de prédiction sur la frange très haute de la prédiction. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, si on ciblait ces gens-là pour les contacter, on aurait des gens insatisfaits avec un très très bon taux de certitude, finalement. Et donc, quels usages ont été mis en application? Le premier, ça a été d'en faire un outil de ciblage donc, des insatisfaits dans le but de prévenir l'insatisfaction. Mais la mesure qui a été prise, ça n'a pas été d'envoyer un email avec une offre de rétention ou le truc un peu classique, c'est que là, finalement, ils s'en sont servis comme pour remettre finalement de l'humain dans leur pratique commerciale, dans leur pratique de la gestion de la rétention. Ce qu'ils ont fait, c'était tout simple. Ils ont appelé les clients insatisfaits juste pour les écouter, leur demander si tout va bien, est-ce qu'ils ont des remarques à faire. Et donc la personne, comme ça, pouvait éventuellement, on anticipe sur son besoin, donc elle peut éventuellement du coup se dire, bon, raconter ce qui ne va pas. Éventuellement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est peut-être juste faire passer un technicien, faire un ticket, une demande, etc. Montrer qu'on s'occupe finalement pardon, on s'occupe de son client. On est là pour lui, on est à l'écoute. Et ça suffit. Il y a eu des effets sur l'attrition vraiment très intéressants. Je ne peux pas fournir les chiffres ici, mais vraiment des gains de chiffres sur l'attrition. Donc, et sans dépenser rien, sinon un coup de téléphone. De gens qui étaient déjà là pour faire ce genre d'activité. Juste, on a vraiment orienté le ciblage sur les insatisfaits. C'est aussi un outil de détection des individus qui sont très très satisfaits pour qu'ils puissent devenir des ambassadeurs de la marque. On peut leur proposer des systèmes de parrainage, etc. Et puis surtout, c'est une vraie identification des leviers de la SAT. Hein, c'est le dernier point. Avec ça, on comprend mieux ce qui fait qu'on devient insatisfait.
Et c'est vraiment différent de comprendre pourquoi on est insatisfait de pourquoi on s'en va. Parce qu'on peut s'en aller en étant très content en étant très content de la prestation, juste ça correspond plus à notre besoin. Et donc analyser le churn, c'est vraiment pas la même chose qu'analyser l'insatisfaction. Et autant finalement, le seul churn sur lequel on peut agir, c'est le churn dû à l'insatisfaction. Le churn qui est dû à autre chose, un changement naturel contre lequel on ne peut rien, et ben ça c'est le churn contre lequel on ne peut rien faire et sur lequel il faut absolument ne rien faire parce que c'est dépenser de l'argent en pure perte. Alors que ce qui drive l'insatisfaction, là on peut peut-être faire des choses et c'est vraiment, c'est vraiment ça qui est intéressant. Je réponds juste à une question là qu'on me pose, donc Johanna qui demande si les scores de prédiction qu'on indiquait sont sur l'échantillon d'apprentissage. Alors oui et non, c'est sur l'échantillon de test. On fait toujours, il y a un apprentissage et ensuite il y a un test. Ce test, c'est donc des individus qui n'ont pas servi dans l'apprentissage, mais dont on connaît finalement ce qui s'est passé pour eux, à savoir est-ce qu'ils se sont désabonnés ou non. Et donc on applique le modèle qu'on a appris sur l'échantillon d'apprentissage à cet échantillon de test pour vérifier que notre modèle va bien se généraliser. Et généralement, du coup, quand on a des bonnes performances en test, on a les mêmes performances quand on applique ça derrière sur la base réelle. Donc c'est réaliste, hein, c'est ce genre de taux qu'on a constaté derrière aussi en réalité. On est un peu moins bon évidemment, parce qu'il y a toujours une déperdition en ligne, mais on était vraiment sur des niveaux comparables. Bon, quelques perspectives pour terminer. Comment on peut utiliser études et CRM au sein d'une stratégie data-driven globale pour prendre vraiment un peu de recul sur ces choses-là. Bon, les recours stratégiques pour nous, c'est que d'un point de vue organisationnel, si on veut que ça fonctionne, si on veut que les études et le CRM puissent se combiner et finalement avoir suffisamment de synergie pour qu'on puisse aller un cran plus loin, c'est déjà d'un point de vue organisationnel, il faut que les directions études et CRM elles soient, dans l'idéal, ne former qu'une seule entité. Alors, chez certains gros annonceurs, c'est des choses qui sont encore très séparées. Voilà, voire il y a même plusieurs équipes études, bref, c'est très compliqué. Donc, et il y a une vraie concurrence naturelle entre ces deux mondes parce que voilà, le CRM, le big data tend à prendre un peu le travail de l'autre, etc. Donc, ce qu'il faut vraiment pour qu'il n'y ait pas cet effet de concurrence qui fait qu'on ne collabore pas, c'est tout simplement de désiloter complètement d'un point de vue organisationnel ces deux entités. D'un point de vue gouvernance de la donnée, il faut absolument que la dimension étude soit intégrée dans la stratégie gouvernance de la donnée. La donnée d'étude, c'est pas la donnée de sondage qui finit dans un peu Excel ou dont on ne se sert jamais. Il faut que ça rentre vraiment dans le data lake, dans la DMP, enfin tout ce que vous pouvez avoir comme écosystème data. Il faut que ça rentre dedans pour être utilisé au quotidien. C'est une donnée qui peut s'activer, notamment si on est capable de l'expander, mais ça peut s'activer vraiment. Et puis évidemment, dès qu'on met en place ce genre de gros chantier, il faut être agile. Il ne faut pas viser la lune tout de suite. Il faut vraiment se mettre des petits objectifs. Voilà, un petit projet de data expanding, j'ai une étude de SAT, j'essaie de l'expander et ensuite j'utilise cette donnée expandée pour faire une action comme celle que je vous ai montrée pour le FAI, là, avec un ROI qui est très court terme, on sait mesurer, voilà, qu'est-ce que ça a comme impact sur la rétention. Ça marche, on itère, ça marche pas, on rectifie. Voilà. Et vraiment, c'est la bonne façon de procéder quand on se lance dans ce genre de gros chantier d'énormes migrations, qui sont à la fois des migrations techniques, mais aussi de positionnement intellectuel du marketing vis-à-vis de ces pratiques data. Voilà. D'un point de vue opérationnel, ce qu'il faut, c'est bien définir les KPI qu'on doit mesurer. Hein, ça, c'est très important. Il y a bien sûr le ROI, tout ce qui est court terme et qu'on va déjà mesurer nativement dans le CRM, mais les études peuvent vous permettre, dans votre tableau de bord quotidien de ce qui se passe dans votre base, de mesurer des niveaux de satisfaction, des niveaux de churn, des niveaux d'image de marque. Voilà. Et ça, c'est des choses qui doivent être aussi importantes que du ROI. Dans vos études, si vous en faites, si vous faites une étude sur des gens qui sont susceptibles d'être déjà vos clients, il faut absolument conserver ce lien entre un identifiant, un email, il faut conserver les choses, arrêter l'anonymisation des études, sans quoi on n'est pas capable de faire le regroupement. Le data expanding est beaucoup plus efficace quand on sait qu'on a une partie en tout cas des répondants à notre étude qui sont vraiment identifiés dans notre base. Là on a une identification un pour un et c'est vraiment beaucoup plus puissant du point de vue de l'analyse. Data governance, j'en ai parlé, il faut anticiper l'intégration de données d'études dans le CRM. C'est pas une donnée qui s'intègre n'importe comment, on l'a dit, c'est une donnée qui est une photographie à un instant T. Il faut, en même temps qu'on la stocke, stocker avec
la date à laquelle on a stocké cette donnée, pour avoir un aperçu quelque part de la péremption de cette donnée. Il faut du coup, à mesure que le temps passe, relativiser de plus en plus les enseignements qu'on tire de cette donnée. Et si on veut intégrer ça dans des systèmes de base de données, eh bien, il faut maîtriser ça. C'est pas tout à fait la même chose que de la donnée CRM classique. Et bien sûr, il faut communiquer auprès des utilisateurs finaux de toutes ces analyses sur la manière d'interpréter les données. La donnée CRM, c'est de la certitude, c'est du temps réel. La donnée d'étude, c'est sur un échantillon avec des intervalles de confiance et avec une certaine péremption. D'accord. Et donc ça, sur l'analyse, on ne tire pas les mêmes conclusions. Il faut vraiment sensibiliser en interne les gens sur la façon dont on doit travailler. Les opportunités pour le marketing de demain, c'est vraiment les suivantes. À très court terme, et c'est ce dont je viens de parler, c'est d'abord d'enrichir la donnée CRM par de la donnée étude pour améliorer le ciblage. Là, ce que je vous ai montré sur les FAI, c'est exactement ça. On a une petite étude qui a été réalisée de satisfaction, on l'expande sur tous nos clients CRM, et du coup, on peut prendre des actions de rétention beaucoup plus ciblées, beaucoup plus pertinentes. Dans un second temps, ce qu'on va pouvoir faire, c'est comprendre l'impact long terme des actions court terme qu'on prend tous les jours. Quand vous faites vos ciblages, quand vous automatisez, je ne sais pas, du marketing, vous faites du machine learning, de mesurer en parallèle des indicateurs d'image de marque que vous mesurez à des intervalles tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, par exemple, d'être capable de faire le lien à l'inverse, c'est-à-dire les actions que vous avez prises tous les jours, comment ça a impacté, on est capable de modéliser ça, et finalement de vous dire, eh bien voilà, on a aujourd'hui, on observe une décroissance de notre image de marque sur certains clients, on sait que c'est dû à ces actions-là qu'on a prises à ce moment-là, on a été beaucoup trop, la pression marketing a été beaucoup trop forte, les termes qu'on a choisis dans nos emails n'étaient pas les mêmes, pas les bons, et voilà, on est perçu aujourd'hui comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur le luxe et le discount, on est perçu sur un discounter alors qu'on veut garder un positionnement plus luxe. Et finalement, le dernier step, ce sera d'optimiser son plan marketing en tenant compte de l'impact long terme. On a déjà du mal à optimiser son plan marketing en tenant compte des impacts court terme, mais l'idée, ça va être d'intégrer maintenant cette dimension long terme pour que le plan marketing de communication sur toute l'année vraiment tienne compte de ça, pour qu'on maintienne un niveau d'image qui soit suffisamment haut tout le temps. Et donc ça, c'est vraiment la jonction finale qui devra s'opérer de toute façon entre les études de marché et l'analyse de base CRM. Voilà, un petit schéma qui résume un peu tout ce qu'on peut faire. Vous avez à gauche donc tout ce qui est mesure de la SAT, mesure de l'image de marque, donc c'est des études. Donc avec ça, on est capable de faire du data expanding vers le CRM. Donc on enrichit finalement la connaissance client à partir de données d'études, via le data expanding. De ça, on va pouvoir faire du machine learning pour améliorer nos ciblages clients dans le but de faire de l'activation. Donc on peut déjà faire de l'activation sans la partie étude, mais ça va vraiment enrichir l'historique de la relation client, de l'historique de la relation qu'on a avec le client. De cette activation, du coup, on va mesurer des choses, et c'est toujours important de bien mesurer finalement la performance de nos campagnes. Donc on va mesurer un ROI à court terme de tout ce qu'on fait, qui va du coup permettre d'itérer à chaque fois, d'adapter nos pratiques de machine learning, mais aussi ça va permettre de remonter ici par une modélisation explicative, c'est aussi du machine learning quelque part, entre finalement ce qu'on a fait à court terme, expliquer les impacts à long terme de la satisfaction, de l'image de marque, etc. Pour itérer et prendre. Et donc tout ça, voilà, c'est des cycles. Tout est très lié ensemble et tout fonctionne ensemble. Et on est capable de lier tout ça pour optimiser le ROI court terme et long terme avec ce qu'on appelle de l'optimisation sous contrainte. C'est vraiment le support pour toutes ces techniques-là, pour que vraiment combiner ça dans une stratégie efficiente au quotidien et à long terme de notre marketing. Donc voilà, tout ça, c'est des briques qui sont extrêmement complexes, mais qui jouent à plein sur l'alliance utile, efficace entre des études d'une part et de la donnée CRM d'autre part. Voilà, j'en ai terminé pour ce webinaire, je vous remercie.